Eh bien, nous commençons cette série de séminaires très hauts et très forts. D'abord, en nous évadant un petit peu du Moyen-Âge, c'est en partie pour cela que le séminaire est fait, pour alterner le prolongement médiéval du cours et pour prendre la question traitée sous un autre angle à partir d'autres époques de la littérature ou à partir d'autres littératures. Et surtout, nous commençons très fort parce que nous accueillons aujourd'hui Michel Jarty, professeur à l'Université de Paris-Sorbonne, que tout le monde connaît comme le grand spécialiste mondial de Valéry. Sa grande... il n'y a pas de présentation formelle au séminaire, je ne reprends pas ses travaux depuis sa petite enfance, mais tout le monde connaît sa grande biographie de Valéry, qui a eu un succès considérable et mérité, et d'autant plus considérable que ce n'était pas gagné qu'une très grosse biographie de Valéry fasse un succès de librairie. Et ce livre, en même temps, j'en ai d'ailleurs parlé en commençant au début du cours, enfin de la première série l'an dernier, ce livre est extrêmement représentatif de la nouvelle approche critique de la première décennie du XXIe siècle et du fait que la compréhension du texte passe de nouveau par la compréhension d'un auteur, d'une personne, d'une vie, d'une démarche, ce qui est tout à fait contraire à la doxa du XXe siècle finissant, et ce qui est une véritable nouveauté. Alors, il y a eu toute une série de grandes biographies littéraires dans ces dernières années, mais parmi les plus grandes, il y a celle que Michel Jarty a consacrée à Valéry. Et alors, donc, il a passé des années à faire un gros livre sur Valéry pour nous dire maintenant que Valéry est un poète sans nom. Donc, c'était bien la peine. Enfin, nous allons l'écouter avec un intérêt d'autant plus grand. Michel, allez-y. Merci Michel pour cette présentation chaleureuse. Oui, alors j'ai intitulé cette intervention, mais prudemment, Valéry, un poète sans nom, point d'interrogation. Et donc, la raison de ce titre, c'est en fait qu'une espèce d'horizon se dessine chez Valéry où la disparition du nom, qui ne serait pas forcément la même chose que la question de l'anonymat, je vais essayer de le montrer, où la disparition du nom permettrait de mieux affirmer l'identité, en quelque sorte, parce que le nom de l'auteur, finalement, ne renvoie pas parfaitement à cette identité. Le nom de l'auteur maintient avec elle une sorte d'écart, la recouvre peut-être, la masque, et la question donc se pose de deux manières. Premièrement, dans le rapport que l'écrivain devenu personne publique se trouve contraint d'entretenir avec les autres, qui, autour de son nom, construisent une figure dans laquelle il ne se reconnaît pas nécessairement. Et puis ensuite, dans le rapport de l'écrivain à son œuvre, et de ce point de vue, il s'agit alors essentiellement de savoir si ce qu'on appelle traditionnellement le nom de l'auteur désigne véritablement l'auteur, je veux dire celui qui a réellement conçu cette œuvre. Donc dans les deux cas, une sorte d'inadéquation, si l'on veut, se fait jour, inadéquation à laquelle Valéry a été plus qu'un autre sensible, et c'est ce que je voudrais tenter de montrer et d'analyser. Alors, l'immense réputation que Valéry a connue, disons à partir du début de l'entre-deux-guerres, autour de 1925, a bien sûr donné une acuité tout à fait particulière au premier aspect du problème. Et je prendrai comme point de départ, si vous voulez, une notation tardive, qui est une note de 1944, où il écrit dans Propos me concernant « Il n'est pas sûr que l'entité Monsieur PV soit autre chose qu'une, entre guillemets, notation commode. » Alors, ce qui s'affirme ici, bien sûr, c'est que le nom, que Valéry ne fait pas précéder sans raison de monsieur, le nom est finalement une désignation pour autrui, et d'ailleurs à ses yeux une sorte d'abstraction, puisqu'il parle ici d'entité. Donc ce que Valéry, en fait, se sent être
pour lui-même échappe à cette désignation, de telle sorte que le nom propre constitue, si l'on veut, quelque chose comme un pseudonyme, mais en fait un pseudonyme particulier puisqu'on ne l'a pas choisi, et c'est la réputation de l'écrivain qui peu à peu transforme en pseudonyme ce qui au départ était un véritable patronyme. Alors, bien sûr, la question est naturellement liée à la facilité ou au contraire à la difficulté avec laquelle un écrivain accepte de devenir une personne publique, de se reconnaître dans cette personne publique. Et je rappellerai ici que le jeune Valéry, après une courte période d'enthousiasme, lorsque son frère, sans le lui dire, adresse à une revue son tout premier poème, il a à l'époque à peine 18 ans, après cette période d'enthousiasme, il se montre donc de plus en plus réticent très vite à monter en quelque sorte sur la scène littéraire et à y endosser les habits d'écrivain. Durant la Seconde Guerre, d'ailleurs, il est intéressant de voir que lorsqu'il reviendra en pensée sur cette toute première publication, il se rappellera avoir été, je le cite, très affecté. Et il écrira « Mon nom imprimé me causa une impression semblable à celle que l'on a dans les rêves où l'on crève de honte de se trouver tout nu dans un salon ». Donc son souvenir, tardivement, trompe évidemment le vieil écrivain, puisque sa réaction dans l'instant à 18 ans a été une réaction de satisfaction, de joie, etc. Il était très heureux de voir s'ouvrir en quelque sorte une carrière, mais cette réticence à publier et à jouer pleinement le jeu du monde littéraire, cette réticence va apparaître très tôt, autour de 1891, donc autour de sa 20e année, et bien au-delà d'on ne sait quelle coquetterie, cette réticence, je crois, témoigne de quelque chose finalement de profond, qui est à vrai dire une espèce de malaise à l'idée d'exposer son nom qui à l'époque est entièrement le sien, puisqu'il n'a pas de réputation qui puisse en altérer ou en modifier l'image. Et autour de 1891, justement, la chose est assez peu connue. Il est assez intéressant de voir que le jeune Valéry use à plusieurs reprises d'un pseudonyme. Il signe en particulier quelques poèmes ou quelques textes en prose, M, peut-être pour monsieur ou pour une abréviation de prénom, M. Doris, Doris tout court, ou bien MD, ou bien simplement D. Alors pourquoi Doris? Peut-être parce que le mot appartient au lexique marin. Quand on regarde le TLF, par exemple, on voit qu'un Doris est une petite embarcation utilisée par les pêcheurs de Terre-Neuve. Bon, le mot n'est pas très fréquent, il est ignoré par Littré. Et ce qui est intéressant, c'est que le TLF indique que le mot entre véritablement en usage en 1874, et donc c'est à peu près, c'est une vingtaine d'années à peu près, avant que Valéry ne recourt à ce mot. Vers cette même période, en même temps, il lui arrive de signer de ses deux prénoms accolés, Paul Ambroise, et de l'initiale simplement de son nom, Paul Ambroise V. Alors, cette stratégie, de façon assez banale, évidemment, atteste un certain désir de protection, mais en même temps, autre chose me semble intéressante, c'est que quand on regarde les manuscrits conservés à la Bibliothèque nationale, on voit que le jeune écrivain, toujours vers la même période, autour de 20 ans, signe volontiers pour lui-même le manuscrit de ses poèmes qu'il vient d'écrire ou qu'il vient de recopier. Il le signe d'abord d'une espèce d'abréviation, P. Val, et puis ensuite P.V., simplement par ses initiales. Or, précisément, lorsqu'il fait paraître des vers dans la revue Le Centaure en 1896, il leur donne pour titre deux poèmes par V. Et on lit dans le numéro suivant, la chose n'est pas très connue puisqu'il faut se reporter à la revue pour le voir, mais c'est un texte célèbre pourtant. Dans le numéro suivant, donc, du Centaure, on lit La soirée avec Monsieur Teste par PV. Alors l'abréviation, bien sûr, ne vaut pas anonymat, mais en même temps, elle restreint tout de même l'identification de l'auteur. Elle restreint cette identification à un petit cercle de lecteurs, possiblement d'amis. Et puis surtout, elle donne sans doute à Valéry, qui reprend ainsi la signature de ses manuscrits, l'impression d'une sorte finalement de non-publication.
C'est-à-dire que ce qu'il est pour lui-même, en restant PV, eh bien, il cherche à le rester face à autrui. Et puis, d'une autre manière encore, il arrivera que vers la même époque, un tout petit peu plus tard, autour de 1897, il signe simplement Valéry, donc de son seul nom, sans prénom, quelques articles du Mercure de France. Alors, dans cette manière de réduire, d'enlever le prénom et de ne conserver que le nom, il faut bien sûr écarter l'hypothèse, n'est-ce pas, qu'il s'agirait de se glorifier et de s'élever au rang des grands écrivains qui, traditionnellement, perdent leur prénom avec le temps, hein, dont la postérité oublie même le prénom. Ce sera un peu, si vous voulez, le syndrome Aragon. En réalité, ici encore, il s'agit bien plutôt, je crois, de se faire moins connaissable, moins reconnaissable, et encore une fois, identifiable par ceux seuls qui savent que ce Valéry-là est bien Paul. Et d'ailleurs, lorsque les Amis de Mallarmé, en 1897, décident de lui faire l'hommage d'un recueil manuscrit de poèmes qui sont écrits par chacun d'entre eux, le poème de Valéry, qui évoque Valvin, est signé sans prénom, Valéry simplement, ce qui est justement la manière dont il signe ses lettres à Mallarmé à ce moment-là. Donc, quelle que soit l'interprétation qu'on choisisse de retenir, on pourrait gloser infiniment sur cette question. Il y a en tout cas plusieurs indices d'une certaine difficulté à faire de son nom propre une signature d'écrivain. Et pour reprendre à Pascal Quignard un de ses titres, une gêne technique à l'égard des fragments, on pourrait parler d'une gêne technique pareillement à l'égard du nom. Or, justement, ce qui se laisse découvrir de loin en loin, c'est l'idée que, en quelque sorte, il existe en chacun de nous une sorte d'être pur, si vous voulez, qui échappe donc aux contraintes sociales, à l'emprise sociale. Il existe, on pourrait appeler un être pour soi, en quelque sorte. Et on pourrait donner plusieurs exemples. Dans un poème en prose d'un petit recueil posthume qui s'appelle Alphabet, dans un poème donc, qui évoque l'intimité de la relation amoureuse, il écrit par exemple « Nous n'avons plus de nom ». Et de la même manière, lorsqu'en 1942, dans une sorte d'assez beau poème en prose intitulé « Station sur la terrasse », lorsque le vieil écrivain donc, revient en pensée sur son existence intérieure, sur ce qu'il a voulu être, sur ce qu'il a été véritablement, sur ce qu'il a fait, etc., il écrit « Je suis monté sur la terrasse, au plus haut de la demeure de mon esprit. Là conduisent l'âge, les réflexions, les prévisions, les justifiés, les démentis, les coups excellents, les échecs, l'oubli des personnes, des noms propres, des articles de critique, etc. » Donc le vrai retour sur soi, pour permettre un accès véritable en quelque sorte au dedans, ce vrai retour exige l'oubli des noms, qui sont donc à l'inverse la marque du dehors. Alors cette réticence à l'égard du nom a par ailleurs une dimension linguistique que je n'évoquerai qu'en passant pour ne pas donner à mon intervention un tour trop aride, mais qui doit être néanmoins précisée parce que c'est quelque chose d'important, même de fondateur. Et c'est que chez Valéry, l'approche du langage est rigoureusement nominaliste, c'est-à-dire que les mots ne disent jamais adéquatement les choses, et le seul réel véritable, c'est le sensible, qui échappe à toute véritable désignation et qui ne peut être connu que par la perception de chacun. On trouve par exemple sous la plume de Valéry cette formule très claire: « Ce qui n'existe que moyennant un nom n'est guère qu'un nom. » Donc ce qui s'ensuit, c'est bien sûr le refus des abstractions, qui précisément ne sont que des noms, mais la difficulté s'accroît encore si l'on songe évidemment à la question du nom propre, qui est finalement moins une désignation qu'une convention. Et je crois que Valéry dirait très volontiers avec Montaigne, autre nominaliste, « Je n'ai point de nom qui soit assez mien ». Donc se reconnaître en son nom, bon, la vie sociale évidemment nous y contraint à certains moments. Se reconnaître en son nom, donc c'est se voir par le regard des autres, et précisément Valéry se refuse à considérer qu'il puisse être le même pour soi et le même pour autrui.
bonne ou mauvaise, la parole qui entoure l'individu n'est pas adéquate à la vérité de son être, hein, et donc la renommée, le renom, comme on dit, est une sorte de redoublement du nom, mais qui ne coïncide pas avec lui. Et on lit par exemple dans un petit recueil de 1924, hein, le Cahier B 1910, on lit ce petit fragment un peu goguenard, comme il arrive souvent chez Valéry, hein, ma réputation, dit ce niais, n'est-ce pas le triste effort que je suis obligé de faire pour imiter l'image fausse que vous vous faites de moi. Donc cet écart est une véritable constante, hein, et on en trouverait d'autres exemples, et on trouverait aussi de nombreux passages qui donnent à comprendre très clairement que la seule valeur, hein, sinon la seule gloire qui vaille, c'est celle que l'on se reconnaît à soi-même, ou qu'on ne se reconnaît pas d'ailleurs à soi-même. Et c'est ce que Valéry note très explicitement beaucoup plus tard, en 1941. Il dit « Moi seul puis me donner ma gloire », point de suspension, et je me la refuse toujours à la réflexion. Or, si je dis qu'elle a une constante, c'est que dans une lettre adressée à Gide, donc un demi-siècle plus tôt, puisque c'est une lettre du 8 novembre 1894, lettre d'ailleurs que Gide lui-même a jugée admirable, Valéry déjà confrontait à son propre regard les images diverses, et parfois d'ailleurs contraires, que ses amis pouvaient se faire de lui, à la fois pour s'en plaindre et pour secrètement s'en féliciter, puisque cette distance lui permettait évidemment de n'être vraiment soi que pour soi-même, et d'une formule qui fait écho à ce qu'il nomme volontiers son insularité ou son robinsonisme, il concluait « Je veux être maître chez moi ». Or, il y a là un trait profondément égotiste, comme Jean Starobinski l'avait remarqué très justement à propos de Stendhal et de ses innombrables pseudonymes. Starobinski disait « L'égotiste qui souffre souvent d'être mécompris souffre encore bien davantage d'être trop compris. Par peur d'être atteint par les autres en sa personne, il va s'employer systématiquement à séparer en lui la personne et le personnage. » Or, c'est dans cette perspective, je crois qu'il faut lire une autre phrase de ce même cahier B 1910 que j'évoquais à l'instant. Et cette phrase, c'est celle-ci. « Il y a toujours dans la littérature ceci de louche, la considération d'un public. » Écrire, en quelque sorte, c'est accepter une sorte d'impureté, et plus une œuvre est écrite en vue du public, évidemment, plus elle devient impure, parce que l'écrivain se place dans la dépendance des autres, en quelque sorte, il se soumet aux autres, à ceux à qui il s'adresse, de telle sorte qu'il n'est plus maître chez soi. Mais elle est impure également parce que cette littérature qui suit la pente de ses lecteurs est une littérature évidemment plus facile que celle qui s'écrit pour soi-même selon des exigences plus rigoureuses en quelque sorte. Et puis elle est impure enfin parce que le lien qui se trouve établi avec le public que l'auteur convoite, eh bien, conduit cet auteur en quelque sorte à jouer le jeu de la scène littéraire et, comme disait Starobinski, à oublier sa personne pour devenir son personnage. Alors que la littérature est toujours, comme dit Valéry, toujours quelque chose de louche, évidemment la formule peut sembler à certains égards excessive, mais pour la comprendre vraiment, il faudrait pénétrer assez longuement dans tous ces sentiers qui débouchent sur le robinsonisme que j'évoquais, hein, le plaisir d'être seul sur l'île de son dedans, en quelque sorte, hein, d'y avoir son propre langage, d'y avoir des idées qui ne sont pas celles des autres, qui sont simplement les siennes, d'y avoir une écriture toute personnelle. Tout cela est très important, et d'ailleurs, une formule de Tel quel 2 le montre exemplairement. Je crois que c'est une formule très emblématique de la pensée de Valéry et de son tempérament intellectuel, en quelque sorte, puisqu'il écrit « Le puissant esprit, pareil à la puissance publique, bat sa propre monnaie et ne tolère dans son secret empire que des pièces qui portent son signe. » Donc c'est une phrase qui se passe de commentaire, et dans les moments, par conséquent, d'une écriture qui opère, comme il le souhaiterait,
à l'abri du monde, eh bien, le lecteur n'existe pas. Et il faudrait citer ici assez longuement 2 ou 3 pages tardives où Valéry évoque les années de la Jeune Parc durant la Première Guerre. Et bon, de cette évocation assez longue, je ne retiendrai que 2 formules qui me semblent tout à fait emblématiques. Le désir d'abord que Valéry se rappelle avoir éprouvé, je le cite, d'extraire de soi quelque ouvrage. C'est encore une fois le privilège du dedans. Et puis en même temps, l'idée que l'écriture de ces vers, je le cite encore, n'avait d'autre fin et presque d'autre loi que de m'instituer une manière de vivre avec moi. Or, en même temps, au sein de ce repli, il n'a pas cessé de se demander qui écrit lorsqu'il écrit. Cette question de l'identité intérieure ne passe pas par le nom, car pour ce qui concerne justement le dedans, toute désignation de soi s'efface. Et Valéry dit très clairement, notre nom, qui ne figure jamais dans notre pensée directe, est un élément oubliable. Cet élément se trouve donc oublié par celui qui écrit, et si Valéry ne se donne pas de surnom intime, comme le fait par exemple Stendhal, lorsqu'il parle de lui en s'appelant Dominique, les rubriques des cahiers qui concernent Valéry s'intitulent Ego ou Ego Scriptor. Ce qui est évidemment une espèce de désignation minimale, une sorte de renvoi purement autotélique et par conséquent donc une absence de nom. Il n'empêche que dans l'acte même de la création littéraire, cet ego devient problématique et si Valéry propose à ce sujet des analyses assez nombreuses, c'est sans doute parce qu'il a été longtemps requis autour de 1900 par ce qu'il appelle l'analyse du fonctionnement de l'esprit. Donc, la toile de fond où s'inscrit la difficulté, ici, c'est sans doute ce qu'il théorise souvent comme l'incessante variation de l'esprit. C'est quelque chose qu'il a souvent analysé. Une variation donc qui déjoue évidemment toute identité stable, toute coïncidence stable avec soi-même. Et il remarque de manière tout à fait essentielle le mot « je » s'emploie spontanément dans les cas où l'on ne sait quelle personne, il souligne personne, employer. Le mot « je » s'emploie spontanément dans les cas où l'on ne sait quelle personne employer. En vérité, on devrait mettre « on » ou il quand on veut exprimer un fait interne. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a ici une très évidente parenté avec un passage de Par delà le bien et le mal que Valéry a lu, et où Nietzsche écrit qu'une pensée vient quand elle veut et non quand je veux. Et puis, il ajoute, c'est donc falsifier les faits que de dire le sujet « je » est la condition du prédicat « pense ». Quelque chose pense, mais que ce quelque chose soit précisément l'antique et fameux « je », ce n'est à tout le moins qu'une supposition, une allégation, ce n'est surtout pas une certitude immédiate. Alors, il y a là une parenté assez intéressante, mais en tout cas, mettre « on » ou « il » à la place de « je », ainsi que le propose Valéry, c'est par conséquent considérer que par rapport à ce qu'il désigne comme le moi pur, qui est une espèce d'invariant, par rapport à ce moi pur, donc des écarts s'établissent, des distances se creusent, par lesquelles donc s'exprime la variation de la pensée qui va et qui vient, de telle sorte qu'on ne sait pas à qui assigner véritablement le résultat de ce travail intérieur. Alors, si la question n'est plus seulement celle du nom propre, il s'agit néanmoins de savoir comment désigner celui qui pense ou qui écrit, celui, comme on dit, à qui des idées viennent. Des idées, mais aussi des mots, des formes. Je pense par exemple au rythme du décasyllabe qui a donné lieu au commencement du cimetière marin. Et ce qui vient, ça peut être parfois quelques vers. Donc tout cela vient
mais vient sans que le moi ou le je l'appelle, hein, et c'est encore le mot de Nietzsche, une pensée vient quand elle veut. Donc il y a là une espèce de parole sans nom, et il n'est pas intéressant de remarquer que quand Beckett écrira un long monologue intérieur qui s'appellera justement L'innommable, il fera dire à son narrateur « Je ne dirai plus moi, je ne le dirai plus jamais, c'est trop bête. Je mettrai à la place, chaque fois que je l'entendrai, la troisième personne, si j'y pense. » Alors ce si j'y pense est évidemment admirable, hein, puisque le narrateur maintient la première personne que précisément il veut éviter. Et ce si j'y pense montre bien la difficulté où se trouve le je lorsqu'il s'agit de penser, hein, la difficulté dans laquelle il se trouve à désigner en soi un autre que soi-même. Alors si ce petit fragment de Beckett est profondément valérien, c'est en particulier qu'il renvoie au dialogue intérieur, qui est une des formes de la variation que je disais. Hein. Et pour Valéry, il écrit « penser est se parler ». Donc il y a dédoublement. Alors l'idée que puisse exister un sujet de la pensée, cette idée, il ne peut la faire sienne donc par impossibilité de concevoir une conscience suffisamment unifiée en quelque sorte, et du coup, il ne peut exister de véritable sujet créateur. D'où la question qui se trouve formulée dans un texte tardif, en 1944, propos me concernant, où il pose cette question: qu'y a-t-il de mien dans ce qui me vient? Qu'y a-t-il de moi dans ce qui est moi? Ici, le problème ridicule de l'inspiration converge avec le problème ridicule de la responsabilité. Dans les deux cas, le moi se cherche un moi. Qui a fait ce que j'ai fait? Alors, il y a une question qui, chez Valéry, est à la fois centrale et qui est récurrente, hein, qui traverse son œuvre de part en part. Alors, je laisserai de côté la question bien connue de l'inspiration qu'il récuse, hein, comme chacun sait, parce que la parole inspirée lui est en quelque sorte soufflée intérieurement par quelqu'un d'autre que lui, et donc c'est une parole qui le dépossède de son identité, ce qui est particulièrement gênant pour quelqu'un qui veut rester maître chez soi. Reste que c'est précisément parce qu'il veut rester maître chez soi qu'il se demande qui a fait ce que j'ai fait. Et c'est finalement poser évidemment la question de l'auteur, qui est celle de ce que Valéry appelle ici responsabilité, hein, la question ridicule de la responsabilité. Alors pourquoi ridicule? En particulier et en partie parce que l'université de son époque, mais pas seulement l'université, se fait de l'auteur et de la relation de l'auteur à l'œuvre une idée à ce point surfaite, simplifiée, etc., qu'elle devient à ses yeux, et d'ailleurs à nos yeux aujourd'hui, une espèce de déterminisme un peu absurde, en tout cas excessif, et que d'autre part, cette trop grande prise en compte de l'auteur s'opère aux dépens du texte, qui est ce qui mérite d'être seul considéré. Alors, dans les analyses qu'il conduit à ce sujet, un des leitmotivs de cette époque est en effet que, je le cite, la critique regarde trop vers l'auteur. La formule revient sous des formes diverses, et si la critique regarde trop vers l'auteur, ben c'est justement parce que l'auteur est d'une certaine façon le nom que l'on donne trop commodément à des moments d'écriture qui attestent différents états de celui qui écrit. Et à cet égard, l'explication certainement la plus claire est celle qu'il donne en 1925 à Frédéric Lefebvre, donc un journaliste des Nouvelles littéraires. Il lui dit ceci: « Il faut confesser qu'une œuvre est toujours un faux, c'est-à-dire une fabrication à laquelle on ne pourrait pas faire correspondre un auteur agissant d'un seul mouvement. Elle est le fruit d'une collaboration d'états très divers, d'incidents inattendus, une sorte de combinaison de points de vue originairement indépendants les uns des autres. » Dans ce petit passage, je crois qu'il n'est pas tout à fait inintéressant de voir que le faux, hein, il faut confesser qu'une œuvre est toujours un faux, nous renvoie au verbe falsifier auquel Nietzsche recourait tout à l'heure pour expliquer que le je recouvrait en fait un on. Donc, d'une certaine façon,
Dans cet entretien avec Lefebvre, Valéry définit une instance d'écriture sans nom, puisqu'elle est différente de la personne, et il anticipe sur ce qu'on lira sous la plume de Proust en 1954, quand Bernard de Fallois aura édité le Contre Sainte-Beuve. Et je pense ici évidemment à la fameuse formule selon laquelle un livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices. Mais là où Proust parle d'un autre moi, en réalité, Valéry envisage plutôt la successive intervention de plusieurs états d'existence, de création aussi, c'est-à-dire finalement la succession de plusieurs moi qui se combinent et qui collaborent en quelque sorte, de telle manière que cette activité créatrice échappe à l'unité. Alors évidemment, il y a une unité, mais cette unité vient après coup, une fois que l'œuvre est faite, une fois qu'elle est achevée. Et lorsque Valéry écrit « Une œuvre est faite par une multitude d'esprits et d'événements », entre parenthèses, ancêtres, états, hasards, écrivains antérieurs, etc., sous la direction de l'auteur, auquel il met un A majuscule, eh bien, s'il met une majuscule à ce mot d'auteur, c'est, je crois, pour montrer qu'il s'agit d'une espèce d'autorité régulatrice, correctrice, et non pas d'une puissance créatrice univoque. Le terme d'auteur avec A majuscule est en fait le singulier qui subsume un pluriel. Alors, pour utiliser une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, je dirais que l'auteur dirige ses états successifs un peu comme un chef d'orchestre dirige ses musiciens simultanés, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il les met en harmonie, il travaille à ce qu'ils jouent ensemble. Et c'est évidemment le cas tout particulièrement des poèmes, puisque Valéry les écrit par fragments, que ces fragments, il faut ensuite les rejointoyer pour obtenir à la fois le legato d'une même tonalité, et puis pour obtenir aussi ce qui ressemble tout de même peu ou prou à un sens qui au commencement n'existait pas et qui a dû se construire peu à peu au fur et à mesure de l'élaboration du poème. Alors l'œuvre achevée et publiée, naturellement, abolit ce pluriel, mais elle le fait de façon trompeuse puisque son unité est simplement celle du nom de l'auteur, justement, que l'on inscrit sur la couverture. Mais ce nom, on le voit, ne désigne en rien ce qui s'est joué en fait anonymement dans le travail intérieur de l'œuvre. Et pour le reste, évidemment, ce n'est pas sans un soupçon de provocation que Valéry, dans la phrase que je citais, parle de faux, dit qu'une œuvre est toujours un faux. Bon, il y a toujours chez lui ce goût parfois, on en trouvera un autre exemple tout à l'heure, de pousser les choses un tout petit peu trop loin. Mais en fait, il n'entend pas dire ici qu'une œuvre est une contrefaçon, naturellement. Il veut simplement donner à comprendre qu'une œuvre n'est pas l'œuvre de celui dont on dit qu'elle est l'œuvre. C'est ce qu'il écrit très clairement durant la Seconde Guerre dans Mauvaise pensée. Il souligne, ce qui fait un ouvrage n'est pas celui qui y met son nom. Ce qui fait un ouvrage n'a pas de nom. Et ce neutre, évidemment, ce qui fait un ouvrage, nous renvoie à l'impersonnel de tout à l'heure, on, qu'il fallait préférer à je pour désigner les états, comme dit Valéry, les états internes. Donc l'auteur, on le voit, vient après, il est en quelque sorte un auteur a posteriori, ainsi que le dit très clairement un passage de tel quel 2. Celui qui vient d'achever une œuvre tend à se changer en celui capable de faire cette œuvre. Il réagit à la vue de son œuvre par la production en lui de l'auteur, et cet auteur est fiction. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une idée, comme on sait, que Blanchot ensuite va radicaliser, en théorisant le fait que l'auteur n'existe pas avant l'œuvre et qu'il est la conséquence de l'œuvre. Bon, il y a des fragments bien connus de Blanchot là-dessus. C'est un peu cette idée que Valéry, plus prudemment, avance ici. Et, puisque je parle de Blanchot, ces formules, ainsi que quelques autres, ont prêté à malentendu durant les années 60-70, les années formalistes, comme on dit, à une époque où donc les études littéraires
ont conduit à la relecture massive de Valéry. C'est à ce moment-là que le terme de poétique qu'il avait relancé a été repris de façon en effet massive. Et donc il est arrivé qu'on inscrive Valéry dans la mouvance d'une littérature impersonnelle dont la conséquence la plus radicale a été le fameux article de Barthes en 1969 sur la mort de l'auteur. Alors je me contenterai ici d'un exemple de cette annexion en quelque sorte. Exemple de Gérard Genette qui, en 1966, pouvait écrire dans Figure 2. Alors il l'écrivait, mais beaucoup d'autres l'écrivaient. C'était quelque chose qui, à l'époque, faisait partie de la Vulgate. Gérard Genette disait que l'une des fonctions de la littérature comme langage est de détruire son locuteur et de le désigner comme absent. Et pour ce faire, Genette prenait caution, évidemment c'est ce qui m'intéresse ici, Genette prenait caution d'une phrase où Valéry écrivait à propos de La Fontaine « Qu'est-ce donc qui nous fera concevoir le véritable ouvrier d'un bel ouvrage ?» Et il ajoutait « Mais il n'est positivement personne. » Personne souligné. Alors, là encore, c'est un peu comme le faux de tout à l'heure, la formule était un peu rude. À l'époque, évidemment, elle était assez provocatrice, mais elle ne faisait que donner à comprendre ce qu'il disait à Frédéric Lefebvre, que je citais tout à l'heure. En même temps, la formule était, on peut le dire tout de même aussi, un petit peu maladroite, car cette idée d'une œuvre de personne, faute d'une analyse qui à l'époque aurait pu la préciser, cette formule pouvait donner lieu à un vrai contresens, puisque dans une conférence de 1928 sur la création artistique, conférence devant la Société française de philosophie, il disait que l'art est l'action et l'affirmation de quelqu'un. Et là encore, il soulignait quelqu'un. Alors, on avait donc deux propositions inverses. Le véritable ouvrier n'est positivement personne, et puis l'œuvre d'art est l'affirmation de quelqu'un. Alors, comment comprendre cette apparente contradiction? Eh bien, alors, dans la conférence que je disais, un des éléments, c'était que si Valéry parle de quelqu'un, c'était ponctuellement parce qu'il expliquait que le véritable écrivain est en quelque sorte un sujet qui s'affirme comme tel par la réappropriation qu'il se fait de la langue de tous, de la langue commune, et qu'il transforme, s'il est vraiment écrivain, en sa propre langue, en une autre langue qui est véritablement la sienne. Mais en même temps, de manière plus large, la contradiction, ou l'apparente contradiction, je voudrais essayer de le montrer, est finalement assez aisée à lever à partir du moment où on éclaire le type de subjectivité que recouvre cette affirmation de quelqu'un. Alors c'est bien toujours la question du nom que nous allons retrouver ici, puisque cette subjectivité n'est pas celle de la personne contingente et empirique. Cette subjectivité est en réalité celle de la voix. Alors ce que je voudrais préciser d'entrée de jeu, puisque j'ai pu donner l'impression de prendre en défaut en quelque sorte Gérard Genette, dont on sait par ailleurs quel subtil analyste il n'a pas cessé d'être, ce que je voudrais préciser, c'est que dans les années 60, au moment de Figure 2, on ignorait tout de cette question de la voix, tout simplement parce qu'elle se trouve essentiellement abordée dans l'espace privé des cahiers, enfin qui venait de devenir public, puisque c'était au tournant des années 60, il y a eu la grande édition du CNRS en 29 volumes et à peu près 29 000 pages, mais personne n'avait lu ces cahiers, et même après, personne ne les a lus. Donc, Gérard Genette ne pouvait pas connaître toute cette théorie de la voix. Et en même temps, lorsqu'il est arrivé que Valéry aborde publiquement cette question de la voix, d'abord il l'a fait de façon très rare, et puis en même temps, il l'a fait de façon très elliptique ou très allusive, et de façon trop elliptique et trop allusive pour que son propos puisse être véritablement compris. Alors, je me contenterai d'un exemple qui est celui de la première leçon au Collège de France, donc dans cette maison, même si ce n'était pas cet amphithéâtre. Et le 10 décembre 1937, donc au moment de sa leçon inaugurale, on le voit en effet affirmer « Un poème est un discours qui exige et qui entraîne une liaison continuée entre la voix qui est et la voix qui vient
et qui doit venir. Et cette voix doit être telle qu'elle s'impose et qu'elle excite l'état affectif dont le texte soit l'unique expression verbale. Comme je le disais à l'instant, formulée de façon aussi succincte et sans aucune explicitation, en quelque sorte, la proposition ne pouvait guère pour l'auditoire que faire énigme, en quelque sorte. Quelle est donc cette voix qui vient? D'abord cette voix qui est, ensuite cette voix qui vient, qui doit venir, cette voix qui impose au lecteur une sorte d'état affectif, tout ça reste très obscur. Et donc, en 1937, il était assez impossible de le comprendre, alors qu'en réalité, nous savons maintenant qu'il y a là un article, en quelque sorte, central de la poétique valérienne, qui s'éclaire très bien par une note de 1939, où, après s'être demandé qui parle dans un poème, il rappelle que Mallarmé voulait que ce fût le langage lui-même, et il précise que pour lui, au contraire, ce qui parle dans un poème, c'est le langage issu de la voix, plutôt donc que la voix du langage chez Mallarmé. Alors, évidemment, cette inversion, ce renversement est intéressant. Il est d'autant plus intéressant pour nous que, durant les années 60 que j'évoquais, a régné en quelque sorte une espèce de mallarméisme diffus. Blanchot, c'est du Mallarmé réécrit, en quelque sorte. Rien d'autre. Et donc, ce mallarméisme diffus faisait qu'on considérait que la littérature était du côté de l'impersonnel. Elle supposait que le langage fût impersonnel. C'est ce que Genette disait tout à l'heure. Or, Valéry inverse radicalement cette position, puisque, à ses yeux, le langage est issu de la voix. Donc, à la fameuse disparition élocutoire de Mallarmé, il substitue une présence véritable, celle d'une sorte de sujet pur, en quelque sorte. Alors, la formule de Valéry peut sembler en même temps difficile à interpréter, mais elle renvoie en fait à une sorte de processus idéal de création. Et je reviens ici à la phrase que je citais de sa leçon inaugurale, sur la voix qui est, qui vient, etc. Ce qu'il souhaiterait, selon un protocole qui est un peu fantasmatique, il faut bien le reconnaître, c'est que la voix intérieure de celui qui écrit, c'est-à-dire ce qu'il appelle la voix de source, qui est cette espèce de voix aphone, en quelque sorte, que le poète entend monter au fond de soi-même, eh bien, il souhaiterait que cette voix intérieure puisse devenir la voix du poème, puisse passer de manière continue, de manière naturelle en quelque sorte, dans le texte, et que cette voix puisse rendre sensible la musicalité du texte, à laquelle le lecteur, à son tour, pourrait se montrer sensible. Donc c'est là l'explication, en effet, de cette phrase un peu obscure de tout à l'heure, et ce qu'il faut bien voir, c'est que cette voix intérieure ne renvoie véritablement à personne, mais elle correspond, si l'on veut, à cet invariant que Valéry appelle le moi pur. D'ailleurs, il écrit très clairement « le moi, c'est la voix ». Donc, au dehors, la voix est en quelque sorte ce qui exprime intérieurement le moi, et il en est si persuadé qu'il note que si l'on pouvait connaître de manière plus précise le rapport qui est établi en fait entre l'œuvre et la voix, ou plutôt entre la voix et l'œuvre, eh bien on connaîtrait la voix de Racine. Alors, ici se découvre quelque chose comme une voix sans nom, une espèce de mystérieuse voix de l'être, avec un E majuscule, qui n'est rien d'autre qu'une pure émanation du sujet, mais qui est en même temps, c'est très important, le signe d'une présence sensible, qui est celle du corps dans le texte. Il y a deux formules qui le disent très clairement et qu'on peut mettre en relation. D'un côté, Valéry dit « notre style, c'est notre voix », et de l'autre, le style, c'est le corps. D'où on peut aisément conclure que cette voix est en quelque sorte une sorte de présence épurée du corps. Alors, que cette voix demeure liée au souvenir d'Orphée, dont la jeunesse de Valéry a fait la pure incarnation du chant poétique, ça n'est certainement pas niable, et en même temps, cette voix chez lui relève d'une sorte
de mythe personnel, pour reprendre cette formule, comme nous le montre un assez beau passage d'Écaillé que je voudrais citer un peu longuement, ou presque entièrement, parce que je crois que c'est un texte intéressant. Il écrit « À un certain âge tendre, j'ai peut-être entendu une voix, un contralto profondément émouvant. Ce chant me dut mettre dans un état dont nul objet ne m'avait donné l'idée. Il a imprimé en moi la tension, l'attitude suprême qu'il demandait, sans donner un objet, une idée, une cause, comme fait la musique. Et je l'ai pris sans le savoir pour mesure des états, et j'ai tendu toute ma vie à faire, chercher, penser ce qui eût pu directement restituer en moi, nécessiter de moi, l'état correspondant à ce champ de hasard. La chose réelle, introduite, absolue, dont le creux était, depuis l'enfance, préparé par ce champ oublié. Un passage tout à fait étonnant. Alors, anecdotiquement, mais pas si anecdotiquement que cela, on peut rappeler qu'Orphée est toujours chanté par un contralto, voix ici évoquée, et de cette volonté qui avait été la sienne dans sa jeunesse d'être une sorte d'Orphée, est restée cette espèce de mythe d'une voix pure qui serait la voix même du poème. Et la conséquence essentielle de ce que j'appelle ici mythe personnel, enfin ce que j'appelle, c'était une formule de Moron, comme tout le monde le sait, c'est que cette voix peut unifier toute la diversité des états successifs de création, et à l'impersonnelle intériorité, elle peut venir substituer une sorte d'extériorité, au contraire personnelle. Alors, on aurait tort en même temps de croire que cette subjectivité ouvre une contradiction avec le refus, que je disais tout à l'heure, de remonter de l'œuvre à la personne de l'auteur, parce qu'il s'agit ici en fait d'autre chose. Loin de tout déterminisme, la voix n'explique rien. Encore une fois, elle n'est pas la personne de l'auteur, mais en quelque sorte son chiffre mystérieux, mystérieusement musical et sensible. Alors, ce que désigne cette voix, par conséquent, c'est, si j'ose cette expression un peu étrange, c'est une subjectivité impersonnelle, parce qu'en fait, elle est dépersonnalisée. C'est ce que dit une note de Valéry, d'ailleurs. Je est l'être défini par la voix. On ne sait de lui que ce qui est dit et supposé par la voix même. Donc, il y a une sorte, là, de jeu totalement épuré qui ne renvoie qu'à cette voix. Donc, idéalement, cette voix intérieure passe dans le texte, et cette voix du texte devient à ce moment-là une espèce de signature, en quelque sorte. Alors, je ne sais pas si on peut parler de signature de l'auteur, parce que la notion d'auteur reste problématique, mais cette voix devient une espèce de signature, puisque c'est par elle qu'on reconnaît celui qui a écrit, et donc c'est une espèce de signature de son moi épuré. Alors cet éloignement de la personne qui rabat en quelque sorte la voix sur le moi et qui l'écarte du nom, cet éloignement, on le retrouve d'une autre manière dans la notion correspondante de littérature pure, puisque Valéry, dans une note de 1931, se souvient d'avoir, je le cite, toujours songé à une littérature pure, entre guillemets, c'est-à-dire fondée sur le minimum d'excitation directe de la personne et sur le maximum de recours aux propriétés intrinsèques du langage. Donc la littérature, tout à l'heure, avait ceci de louche qu'elle prenait en compte le public. Symétriquement, elle a ici ceci d'impur qu'elle prend trop en compte la personne de l'auteur. Et en même temps, si cette littérature rêvée doit être pure, ce n'est pas que le langage y parle tout seul, ainsi que le voulait Mallarmé, c'est qu'elle doit procéder donc d'un sujet lyrique lui-même pur, entièrement dépouillé des déterminations contingentes de la personne de l'auteur, à laquelle se substitue donc une espèce de figure épurée. Donc cet effacement du nom de l'auteur a pour corollaire un renforcement du pouvoir du lecteur, qui est le véritable créateur de la valeur de l'œuvre. Mais aux yeux de Valéry, ce pouvoir qui devrait s'exercer dans une sorte de pur face-à-face entre le lecteur et le texte, eh bien, ce pouvoir reste trop tributaire de l'emprise que le nom de l'auteur, précisément,
continue d'exercer sur le lecteur. Le nom, à plusieurs égards, fait obstacle, et dans une conférence de 1935, devant la Société française de philosophie encore, Valéry rappelle avoir proposé au Conseil des musées, dont il était membre, il avait proposé un jour de supprimer à côté des tableaux le nom des peintres. Alors cette proposition, naturellement un peu provocatrice, fait signe dans diverses directions. En premier lieu, il s'agit d'éviter ce que Julien Gracq appelle d'une excellente formule la tyrannie unificatrice de la signature. C'est-à-dire cette tyrannie qui nous fait dire que nous lisons Balzac ou que nous lisons Baudelaire, de telle sorte que nous majorons l'unité de l'œuvre, et dans certains cas extrêmes d'ailleurs, nous créons même cette unité de façon artificielle. Donc que le nom de l'auteur soit ainsi une entrave à l'appréciation personnelle de l'œuvre, c'est quelque chose de tout à fait manifeste, et le lecteur ordinaire, par exemple, n'attribuerait pas de lui-même à Balzac, par exemple, tel roman qui est signé de son nom, mais qui en fait ne correspond pas à l'idée qu'on se fait ordinairement d'un roman de Balzac, s'il n'y avait pas le nom. Et d'ailleurs, dans sa conférence de 1935, à propos des tableaux, Valéry lance à son auditoire que l'œil reconnaisse les siens. Alors la formule, évidemment, ne va pas sans une part d'excès, puisque seul un regard d'expert peut véritablement reconnaître les siens. Et Valéry opère ici, il faut bien dire, une espèce de court-circuit, si vous voulez, puisque l'œil doit être expert, mais il doit l'être en quelque sorte naturellement, sans apprentissage, puisque la question du nom est par ailleurs celle du savoir. Et c'est à cela qu'il songe précisément dans la conférence que j'évoquais, puisqu'il dit, par exemple, si à propos de peinture, on me parle de l'histoire de la peinture, des influences subies par le peintre, des écoles, etc., ce sujet historique peut être très intéressant en soi, mais n'augmentera en rien ma véritable jouissance, qui doit résulter uniquement de la considération de l'œuvre elle-même, indépendamment de toute notice inscrite en dessous. Alors, effacer la notice, effacer le nom du peintre, effacer le savoir, c'est permettre donc cette espèce de face-à-face sans médiation que je disais, c'est autoriser donc une jouissance sans intermédiaire, une jouissance sans écran. Mais en même temps, ce qu'il néglige de dire, c'est que cette jouissance suppose une forme d'apprentissage, de familiarisation croissante qui, peu ou prou tout de même, suppose à un moment ou à un autre quelques détours par le savoir. Ce qui m'intéresse ici, c'est que la position de Valéry n'est pas très différente au sujet de la littérature. Et il est amené à la préciser, en particulier en 1937, donc lorsqu'il pose ici sa candidature à une chaire de poétique. C'est pour lui donc l'occasion de rédiger deux textes, deux assez courts textes, mais deux textes très importants. Une sorte de programme d'abord qui est destiné aux professeurs qui vont les lire, enfin ils l'espèrent, et puis ensuite la traditionnelle leçon inaugurale. Et si on regarde ces deux textes de près, il est intéressant de voir qu'ils ne définissent pas une position tout à fait identique, puisque dans le programme, une certaine prudence diplomatique amène Valéry à minorer son hostilité à l'histoire littéraire pour ne pas s'attirer les foudres des historiens. Je rappelle que Lucien Febvre en particulier a voté contre lui. Or, on le voit précisément reprendre à ce sujet le même argument que je viens de rappeler à propos de la peinture, et là encore, il dit que, pour intéressants qu'ils puissent être en eux-mêmes, les travaux de l'histoire littéraire ne nous disposent pas, en général, à goûter une œuvre plus profondément, ni à concevoir de sa structure une idée plus juste et plus profitable. Alors, les choses sont dites de façon très diplomatique, mais pour intéressant qu'il soit, c'est évidemment une façon euphémique de dire qu'en réalité, à ses yeux, l'intérêt de ces travaux d'histoire littéraire est nul, ou à peu près. Tout simplement parce qu'encore une fois, il regarde trop vers l'auteur et il ne propose qu'un savoir, finalement, qui entrave la lecture. Alors qu'il y ait là une approche d'écrivain, c'est quelque chose qui, à mon avis, ne fait pas de doute. On trouve des remarques comparables chez Proust, ou encore chez Péguy, de façon plus claire, puisque, après avoir évoqué de manière sarcastique, plus encore que caustique, les cours qu'il avait suivis, les cours de Gustave Lançon qu'il avait suivis rue d'Ulm, Péguy écrivait
il évoquait un cours de Lançon-sur-Corneille, il écrivait « Mais tout le monde avait compris que celui qui comprend le mieux le Cid, c'est celui qui prend le Cid au ras du texte, et surtout celui qui ne sait pas l'histoire du théâtre français. » Alors bon, on a évidemment le même type d'exagération, mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est sans doute en vertu de cette prudence courtoise que je disais, pour ne pas heurter les historiens, que Valéry se livre dans le programme de 1937 donc à un exercice assez périlleux, puisque pour ne pas froisser ses électeurs, en quelque sorte, ses futurs collègues, il envisage bien une histoire de la littérature, mais une histoire où pourrait, dit-il, n'apparaître aucun nom d'écrivain, et qui serait, dit-il, une histoire de l'esprit en tant qu'il produit ou consomme de la littérature. Alors, on a du mal évidemment à concevoir sur quel principe et à partir de quel document cette histoire anonyme de l'esprit qui consomme et qui produit de la littérature, qui produit et qui consomme de la littérature pourrait se fonder et puis ensuite s'inscrire dans une longue durée. Mais il n'empêche, cette histoire, là encore, effacerait tout le savoir extérieur que développe l'histoire littéraire pour s'intéresser uniquement au dedans de l'esprit, un dedans sans nom. Alors cette disparition du nom, Valéry y revient durant la Seconde Guerre, dans Mauvaise pensée encore que j'ai déjà cité, mais pour constater simplement, je le cite, que si une loi de l'État obligeait à l'anonymat et que rien ne pût paraître sous un nom, la littérature en serait toute changée, en supposant qu'elle y survécut. Alors pourquoi risquerait-elle de ne pas y survivre? Il ne s'en explique pas dans ce passage de Mauvaise pensée, mais il nous donne des éléments de réponse 3 ans plus tôt dans un texte qui s'appelle Fragments des mémoires d'un poème, où il compare la littérature à une bourse des valeurs, et là encore, pour constater que cette valeur que les lecteurs sont censés créer, eh bien, c'est beaucoup moins la valeur des œuvres elles-mêmes que celle des signatures, que celle des auteurs. Et il dit, il en résulte que ce sont les personnes ou les noms, les spéculations que l'on fonde sur eux, les rangs qu'on leur attribue, qui font toute l'émotion de ce marché. Non les œuvres mêmes, que j'estime qu'il faudrait considérer parfaitement isolées les unes des autres, et sans regard vers leurs auteurs. L'anonymat serait la condition paradoxale qu'un tyran de l'esprit imposerait aux lettres. Et il ajoute, il reprend la formule que je citais tout à l'heure, après tout, dirait-il, ce tyran, donc, après tout, dirait-il, on n'a pas de nom en soi-même, nul en soi n'est un tel. Alors la question, d'une certaine manière, est encore celle que je disais de la tyrannie de la signature, hein, la formule de Gracq, puisque bon, la réputation d'un écrivain, du moins de son vivant, cette réputation est liée pour une part au nombre de livres qui portent son nom. Alors si ce nom disparaît et que l'on considère les œuvres isolément, cet effet d'accumulation donc s'efface et chaque livre est jugé pour lui seul. Mais du coup, évidemment, une histoire de la littérature devient difficile, sinon impossible, et donc c'est encore une pierre jetée dans le jardin de l'histoire littéraire et de la critique qui regarde trop vers l'auteur. Mais en même temps, bien sûr, effacer le nom revient ici à effacer le renom, hein, la réputation. Et la question, n'en doutons pas, prend pour Valéry une dimension toute personnelle, car cette bourse des valeurs, lui-même, donc par l'immense réputation qu'il s'était acquise, en a été plus qu'un autre conscient, et d'ailleurs à ses yeux victime. Et je terminerai justement en revenant, si vous voulez, à mon point de départ, qui touchait à son patronyme. Puisqu'un jour de l'été de 1943, on le voit écrire cette phrase qui est assez étrange, mais en même temps essentielle. Il dit, bref, sum qui sum, et il faut tâcher de ne pas se laisser être quem me faciunt. Alors, ce n'est pas si simple à traduire, je suis qui je suis, ou même je suis celui qui suis, hein, et il faut tâcher de ne pas être celui qu'ils font de moi, ou encore ce moi qu'ils me font, qu'ils me fabriquent. Hein. Donc, ce qui fait retour ici, en tout cas, c'est bien l'écart que je disais en commençant entre ce qu'ils se sentent être et l'image que les autres se font de lui et qui finalement le dépossède de son identité. Le nom qui nous appartient prétendument en propre, puisqu'on parle de nom propre, ce nom en fait ouvre à une désappropriation du sujet par autrui. Écrire finalement, c'est jouer un rôle,
soit le rôle qu'on choisit pour séduire son public, soit le rôle que ce public vous fait jouer dans l'ignorance de ce que vous êtes véritablement pour vous-même. Et puisqu'intérieurement on n'a pas de nom pour soi, comme il le disait, eh bien le sien ici peut s'abolir au profit de ce sum qui sum, hein, qui est, comme on sait, la reprise littérale de la réponse de Dieu à Moïse qui lui demande son nom. Hein, et en même temps, cette formule biblique importe par sa dimension tautologique, hein, qui était un peu tout à l'heure déjà celle d'ego, hein, et qui atteste un refus de se définir, ou bien la vanité, l'inanité du besoin de se définir, et en même temps atteste aussi une manière, encore une fois, de repli sur soi, hein, ce qui nous reconduit à l'insularité du jeune homme qui disait tout à l'heure à Gide « Je veux être maître chez moi ». Je vous remercie. Merci Michel de cet exposé vraiment magistral qui est celui qu'on attendait de vous. Alors nous avons tous été sensibles au piquant du fait qu'il faut connaître admirablement Valéry, sa vie, son œuvre et ses miracles, comme disent les Italiens, pour comprendre qu'il se méfie du rapport de l'auteur à l'œuvre, qu'il voit l'auteur comme la conséquence de l'œuvre et qu'il considère que le nom de l'auteur fait obstacle à l'absorption de l'œuvre par le lecteur. Alors nous avons vu, nous avons le temps d'une discussion, nous avons vu à quel point les conditions de l'étude d'un auteur comme Valéry sont différentes de celles que nous rencontrons avec ces œuvres médiévales dans lesquelles, de toute façon, l'auteur n'a pas beaucoup d'importance, nous ne le connaissons pas. Il était généralement peu connu de son temps. Il se nomme volontiers dans l'œuvre, mais généralement sous la forme d'un sobriquet. Et le commentaire qu'il fait de son propre nom, ou les suggestions qu'il propose entre ce nom et l'œuvre, font partie de la création de l'œuvre, de l'élaboration de l'œuvre elle-même. De sorte que lorsque je dis dans ce cours que le poème est la conséquence, le poète est la conséquence du poème, ou comme plutôt le poème précède le poète, c'était la formule que j'avais employée. Le poème précède le poète, mais dans un sens tout à fait différent de celui qu'emploie Valéry. Valéry, effectivement, Valéry et pas Paul Valéry, c'est tout à fait frappant, mais enfin, Valéry est un prénom, et il y avait quelqu'un d'autre qui faisait ça à l'époque, c'était Colette. Mais il y a énormément, évidemment, à dire sur ce que nous a apporté Michel Jarty. Je ne veux pas monopoliser la parole parce que je ne la lâcherai pas, et je ne vais pas commencer. Et donc, je commence par donner la parole à l'auditoire et aux participants du séminaire.